Bonjour, messieurs. Ouais, alors, bonjour, mon nom est René Hood. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien qu'on c'est un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Aujourd'hui, quand agriculture et culture font bon ménage. Notre invité Gérard Guerzy, vice-président de l'Association des écrivains et artistes paysans. Ici Éric Bernard, bienvenue à la quotidienne de l'Institut Jean Garon. Le mois de mars a été désigné comme le mois de la littératie agricole canadienne, c'est-à-dire une période au cours de laquelle on encourage les élèves du primaire et du secondaire à découvrir l'histoire de l'agriculture et de l'alimentation au Canada. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils peuvent découvrir une partie de cette histoire à travers la littérature ou les œuvres d'art produites par les agriculteurs et les acteurs du monde rural. Il existe une association appelée Association des écrivains et artistes paysans, créée à l'origine par des agriculteurs de métier, attirés par la littérature et désireux de faire connaître à travers leurs écrits la réalité de leur métier, leur vision du passé et de l'avenir de l'activité agricole. Cette association a vu le jour en France, mais depuis, elle s'est élargie aux contributions de paysans et d'acteurs du milieu rural de différents pays d'Afrique et aussi du Québec. Pour nous en parler, Simon Bégin et Guy de Bailleul reçoivent aujourd'hui Gérard Guerzy, vice-président de l'AEAP. Il partage sa vie entre la France et le Québec. Gérard Guerzy a été professeur à la Faculté d'agriculture de l'Université Laval avant de prendre la direction de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, puis de la Maison des sciences de l'homme du sud de France. Simon? Alors, merci Eric, merci M. Guerzy, je vous remercie, bienvenue à notre émission. Comme vous êtes un peu pied sur les deux continents, je précise tout de suite que vous nous parlez de votre résidence à Durham dans l'Estrie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors écoutez, une association des écrivains et artistes paysans, c'est un prolongement de la vie rurale, de la vie agricole qui est pas connue. J'oserais même dire qu'il y a peut-être un préjugé, on imagine plus difficilement un paysan, un agriculteur en train de rédiger de la poésie. C'est sans doute un préjugé. Alors, j'aimerais que, justement, vous nous expliquiez ce qui a conduit des agriculteurs non seulement à vouloir briser le préjugé, écrire, se faire entendre par des moyens artistiques et à se regrouper. Alors, merci Simon de m'avoir invité pour vous parler de l'association des écrivains et artistes paysans. En effet, vous avez raison, lorsqu'on colle à côté deux étiquettes comme celle d'écrivain et de paysan, on peut effectivement se rendre compte qu'il y a une certaine bizarrerie dans tout cela. Et pourtant, effectivement, c'est deux mondes qui sont très différents. Vous le savez, le monde de l'agriculture, c'est la terre, le monde de l'écriture, c'est le papier, les idées, etc. Ces deux mondes qui évoluent dans des espaces très différents, qui sont souvent très étanches, le monde de la littérature et le monde de l'agriculture. Et pourtant, il faut le dire, dès le début de l'humanité, les chasseurs-cueilleurs et puis les paysans ont été certainement les premiers poètes. Il suffit de regarder un peu sur les murs, les peintures rupestres, déjà cette expression se faisait. Mais je suis aujourd'hui parmi vous pour vous parler de cette association. Et cette association, elle est dans le temps très marquée puisqu'elle débute à la fin des années 1800 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est important de faire un peu d'histoire pour répondre à la question que vous me posiez, de savoir qu'est-ce qui pousse des agriculteurs à prendre la plume, à s'exprimer et donc à publier. Pour cela, il faut faire un petit retour en arrière et essayer de se propulser dans l'agriculture de la France à la fin du 19e siècle. Une agriculture généralement composée de très petites exploitations, de paysans très pauvres, qui n'avaient pratiquement pas accès à la culture, aux livres,
mais qui ont quand même été marqués par une intervention de l'État en 1882, l'obligation d'aller à l'école pour tous les enfants du pays. Et ça a quand même transformé le monde en général, et le monde agricole en particulier, parce que des hordes de jeunes instituteurs sont allés porter la parole, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture à toute une quantité de jeunes qui n'y avaient pas accès jusqu'à présent. Et cela a créé effectivement un changement profond dans le monde agricole. Ce qui fait que au début du XXe siècle, un certain nombre de jeunes agriculteurs ou d'agriculteurs qui avaient été à l'école de la République, dans le cadre d'un certain militantisme, ont réussi avec beaucoup de souffrance et de difficultés à prendre la plume et à écrire pour exprimer le ressenti, ce qu'ils vivaient, et surtout essayer de combattre cette vision cette étiquette dont on les a affublés de gens non instruits, etc. Et donc, ce combat a été mené aussi en appui des jeunes syndicats agricoles qui ont aussi forcé un peu la main à un certain nombre d'institutions et ont fait émerger un certain nombre de leaders. Par exemple, je prends cet exemple juste pour expliquer finalement cette origine des écrivains paysans qui était au fond une origine de militantisme et une façon de corriger une image extrêmement négative que l'on donnait au monde agricole. Je prends le cas d'un des pionniers de cette association. Émile Guillaumin, par exemple, fait partie de ces jeunes qui ont été formés par l'École de la République et qui accèdent un petit peu à l'écriture. Bon. Il vit sur une exploitation de 3 hectares dans le plein cœur de la France. Donc, et il vit toute sa vie sur cette exploitation. Et voilà que ce jeune paysan, en 1904, donc on est tout à fait au début du XXe siècle, écrit un livre, son premier livre, qui est le titre était le journal d'un juste. Un livre qui a frôlé le prix Goncourt. Imaginez un paysan très, très, comment dirais-je, modeste, avec un environnement culturel qui arrive à écrire un livre qui frôle le prix Goncourt. Et ce qui est très, très amusant, c'est que je me suis encore assuré, ce livre-là est publié encore aujourd'hui en milliers d'exemplaires. Bon, il témoigne en fait et donne une image donc de cette agriculture, de ses valeurs, au fond, on pourrait dire tout ce qui fait la beauté du métier de paysan. Et ça, c'est extrêmement important. Puis, tout ça se propulse autour d'un mouvement qui s'appelle les écritures prolétariennes, où les syndicats poussent les ouvriers et les jeunes agriculteurs à prendre la plume et à s'exprimer et forcer un peu les portes de ce monde de la littérature qui était très étanche. Bon, survient la deuxième guerre mondiale, évidemment, il y a encore des essais qui se font, puis rentre un certain nombre d'agriculteurs, d'instituteurs, etc., de déportation, et parmi eux se trouve un certain Jean Robinet. Une histoire extraordinaire. Voilà que ce Jean Robinet, lui aussi, a dû arrêter ses études au certificat d'études, n'a pas pu continuer plus loin, mais avait quand même un beau potentiel et refuse de travailler avec les Allemands et est déporté en Silésie. Lorsqu'il rentre, en fait, pendant sa captivité, il se cache de ses gardiens pour écrire un livre qu'il écrit sur du papier d'emballage. Pour vous dire un petit peu ce combat de début. Il revient avec ce livre sur le papier d'emballage, il retrouve sa famille, c'est extraordinaire, etc.
Et il apprend que le ministère de l'Agriculture lance un grand concours, le prix Olivier de Serres. Et bon, il décide on le pousse à participer à ce concours. Donc, on lui demande d'envoyer 2-3 exemplaires, taper machine pour le lire. Lui, il n'a ni les moyens de rien faire. Et il envoie son texte, son livre, qu'il intitulera Camarade de labour, ou voilà. Et donc, il a le prix Olivier de Serres. Donc, ces gens-là, ces jeunes agriculteurs qui en ont bavé pour écrire, pour atteindre ce milieu, pour publier, etc., décident en 1945 de se regrouper. C'est les premières bases des écrivains et paysans. Ça durera jusqu'en 1949, puis l'association prendra fin parce que, bon, pour toutes sortes de raisons. Et c'est en 1972, je termine là-dessus, que repart cette association. Cette association, elle fonctionne depuis 1972. Elle regroupe à peu près aujourd'hui 110 membres. Elle aura regroupé 500 membres à peu près d'écrivains paysans de 1970 à aujourd'hui. Alors, je comprends, c'est une histoire de courage, dans le fond, ce que vous voulez nous raconter, de briser ce mur-là qui sépare le paysan de la littérature. Maintenant, aujourd'hui, en 2021, pouvez-vous nous parler un peu des activités de votre association? Alors, effectivement, le visage de cette association est aujourd'hui beaucoup moins militante, parce que je pense que il est acquis que les paysans sont tout à fait à même, ils l'ont prouvé des centaines de fois, de publier des ouvrages. Et donc, ce côté militantiste est un peu mis de côté. C'est donc plus une association qui permet aux différents membres de se rencontrer, d'échanger sur leurs problèmes, de s'entraider du point de vue de la publication, etc. Mais c'est aussi une association qui veut réfléchir sur l'avenir, qui veut essayer de participer au débat de société et qui veut aider aussi les jeunes à s'exprimer, à publier et donc, comment dirais-je, à devenir, pourquoi pas, des écrivains paysans par la suite. Mais Oui, à l'origine, donc, oui, bonjour Gérard. À l'origine, tu mentionnais effectivement qu'il s'agissait d'une association essentiellement française, mais quand on regarde un peu les plus récentes activités, on constate que cette association a essaimé en quelque sorte, puisqu'elle va mobiliser aussi des agriculteurs et des acteurs du monde rural, aussi bien en Afrique, et puis aussi plus proche de nous, ici au Québec. Est-ce que cet élargissement traduit aussi ou met en évidence des sensibilités différentes selon l'origine des auteurs? Oui, alors pour la petite histoire, Guy, en replongeant un peu dans l'histoire de l'association, je dirais qu'aux environs des années 80-90, il y a eu un effort d'élargissement vers le Québec. Bon, tout ça est un peu dû à des questions de personnes. Et bon, puis finalement, ce lien était un peu ténu et donc c'est plus ou moins estompé. Mais actuellement, il y a un renouveau et donc il y a un effort d'ouverture au monde. Alors là-dessus, je dirais, toujours pour la petite histoire, mais je crois que c'est intéressant d'en parler. Il existe à Montpellier, en fait, un des plus grands campus sur l'agroalimentaire ouvert sur le monde avec plusieurs institutions qui ont des centaines et même des milliers de chercheurs à travers le monde, si on fait le total. Donc, à but agroalimentaire. Et un des personnages qui a d'ailleurs été à l'origine d'Agropolis, Louis Malassi, a créé avec un petit groupe de personnes, j'en faisais partie, une association qui avait une dimension internationale, bon, qui s'appelle Parole de paysans du monde. Et Parole de paysans du monde se voulait, ou se veut encore, un
un moyen d'aider le monde paysan à travers le monde, l'aider à publier, à s'exprimer. Bon, il est clair que c'est pas facile lorsqu'on a affaire à un agriculteur malien ou autre de l'aider à publier, et pourtant souvent ces gens-là ont un potentiel incroyable. Et on avait créé un prix à l'époque où le deuxième candidat qui avait été retenu a été donc un syndicaliste du Sénégal, Mamadou Cissé. Et donc, cette ouverture au monde et cette solidarité qui paraît vraiment importante d'établir entre les paysans du monde est quelque chose qui est extrêmement important. Important, si on veut, dans l'avenir, grâce à ces réseaux, à cette solidarité, développer peut-être une agriculture d'un type particulier. Et je pense en particulier aux efforts qu'a fait l'UPA d'ailleurs en créant donc une association internationale qui lie tous les paysans du monde pour la mise en marché des produits agroalimentaires. Donc cet effort d'ouverture est extrêmement important, et au niveau de l'association des écrivains paysans, nous essayons par tous les moyens de réélargir un petit peu cette base et de permettre au plus grand nombre de publier et d'échanger sur les problématiques de développement agricole d'aujourd'hui, d'hier ou de demain. Si vous permettez... Justement, juste une question, Simon. On peut penser que beaucoup de textes rédigés par des agriculteurs, ou qu'ils soient, ou des acteurs du monde rural, témoignent d'expériences vécues, veulent effectivement restaurer une certaine image, et à travers ça, en fait, ils illustrent l'histoire de l'agriculture telle qu'ils l'ont vécue. Mais y a-t-il aussi, à travers les écrits de certains d'entre eux, une vision de l'avenir qui se dégage de ces textes, et si c'est le cas, quels sont les éléments qui frappent le plus dans cette vision d'avenir? Oui, effectivement, je pense qu'il y a comment dirais-je, plusieurs contributions qu'on peut imaginer. Il y a d'abord toute la mise en valeur d'un patrimoine culturel, mais aussi philosophique et social d'un monde qui a évolué très rapidement, qui est le monde de l'agriculture, le monde de la ruralité, qui est important de mettre en évidence. Et il est clair que les quantités considérables de romans, on a une bibliothèque, par exemple, on a 2 bibliothèques où on a stocké les romans des écrivains paysans. Celle de Carcassonne, il y a 700 écrits des écrivains paysans, 700 ouvrages qui sont là. C'est une masse considérable de connaissances, de reconnaissance de ce qu'a été et ce qui est devenu et ce que est le monde paysan, souvent à travers le monde, et ça c'est intéressant. Mais comme tu poses la question du futur, je pense qu'il est extrêmement important de donner la chance de réfléchir à ce futur. Et donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Bien, peut-être on pourrait en parler, et on devrait le faire à l'occasion de ce projet des écritures partagées qu'on a mis en place. Mais il est clair que ce qui est à défendre et ce qu'on doit défendre, c'est d'abord les héritages et les valeurs qui nous sont transmises dans ce monde paysan, disons, des valeurs de solidarité, des valeurs d'ouverture, des valeurs de qualité de travail, de respect de la terre, ce lien à la terre. Et on pourrait en citer bien d'autres, les transmissions, les héritages intergénérationnels, etc. Toutes ces valeurs qui sont en train de s'effilocher, de s'effriter dans le monde moderne d'aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Il y a d'autre part l'invention d'une nouvelle ruralité. Le monde évolue extrêmement vite et le monde rural s'ouvre à des non-agriculteurs qui vont venir de plus en plus habiter le territoire. Et donc, il y a toute une réflexion de relations, de participation, de rôle, etc., à imaginer entre ces différents acteurs. Il y a d'autre part les modalités de prise de décision.
qui sont extrêmement importantes. Et toute cette réflexion autour de ce qu'on peut appeler, disons, la démocratie participative, et tout ce travail-là est extrêmement important. Tout ce qu'on a inventé à mettre en place en termes de lieux de rencontre, de tiers-lieux, etc. Donc, il est essentiel, d'une certaine façon, qu'en se basant sur ces échanges d'écrivains paysans ou de personnes qui, dans le milieu rural, veulent prendre la plume pour s'exprimer autour de ce futur, extrêmement important qu'on travaille vraiment les moyens de communication pour arriver à sortir des contre-stratégies d'un développement aujourd'hui que l'on connaît bien et que l'on sent qui n'est plus adapté au futur. Si vous permettez, le terme paysan a peut-être une connotation politique au Québec qu'il n'a pas en France. On a ici au Québec assisté à la naissance de ce qu'on a appelé l'Union paysanne, un regroupement d'agriculteurs qui cherchait un peu à définir de nouveaux modèles en réaction à un modèle dominant, très industrialisé, très performant, mais aussi qui a des côtés un peu sombres. Et on peut assister, on assiste présentement à peut-être une revalorisation au Québec du terme paysan avec de nouveaux modèles agricoles qui se développent, de nouveaux agriculteurs qui émergent, comme vous l'avez mentionné. Est-ce qu'à ce moment-là, l'association des paysans écrivains n'est pas aussi à la promotion, n'aide pas à la promotion de ces nouveaux modèles agricoles de plus petite taille, plus près de l'écologie, plus respectueux de l'environnement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de mission dans votre organisme pour défendre ces modèles agricoles un peu différents? Je pense, Simon, que vous venez de mettre le doigt sur un point extrêmement important. Je pense qu'il est tout à fait clair que ces paysans qui militent à l'intérieur de l'institution sont en général des paysans d'exploitation de taille petite ou moyenne, mais disons de type familial, et que le modèle qu'ils veulent défendre, après la société va faire l'amalgame de toutes ces stratégies, il en sortira bien quelque chose, est effectivement modèle d'une agriculture de taille humaine et donc se rapproche assez effectivement de la démarche du syndicat d'agriculture paysanne. Et d'ailleurs, j'ai devant moi le livre de Roméo Bouchard qui a écrit sur Jean de Montpeil. Bon, on ne va pas le présenter, mais je ne veux pas rentrer dans ces débats d'ordre politique ou interinstitutionnel, mais il est clair aujourd'hui qu'on a deux mondes qui vont devoir cohabiter, ça me paraît tellement évident, et au niveau de la planète encore plus, un monde où effectivement le capital, l'internationalisation, etc., va être vraiment le moteur principal, où malgré tout le profit va être, et l'efficacité va être à l'ordre du jour, et un monde à taille plus humaine, qui est peut-être celui pour lequel effectivement l'association milite de la part du fait de ses membres, qui est un monde plus à taille humaine, etc. Et donc, je crois qu'il y a une opportunité, compte tenu des problèmes qu'on a rencontrés avec la pandémie. Il y a eu tout un changement d'attitude, de comportement. Je ne suis pas sûr que ces changements vont perdurer dans leur totalité, mais il y a eu une prise de conscience. Et donc, il faut admettre que ces deux mondes doivent continuer à vivre ensemble. C'est tellement essentiel et important que, effectivement, on peut imaginer que demain, moins de 1% de la population mondiale nourrit la totalité de la planète, qu'elle concentre sa production dans 2, 3 ou 4 ou 5 ou 10 bassins de production extrêmement, disons, à rendement extrêmement élevé, etc. Mais que fera-t-on de la grande masse des agriculteurs qui représentent 65% de la population mondiale à travers le monde? Que fera-t-on de tous les espaces dans lesquels nous vivons, ils vivent, dans lesquels ils entretiennent les paysages, etc.
tout cela est pas possible. On peut pas imaginer non plus qu'on va éradiquer un système capitaliste, industrialisé, financiarisé, etc. Mais à côté de ça, il faut que l'on réinvente, me semble-t-il, un monde qui soit un monde moderne, qui soit un monde où la technologie va avoir sa place, on est tout à fait d'accord, mais à taille humaine, dans des sous-ensembles, des espaces qui peuvent être urbains et ruraux d'ailleurs, à taille humaine aussi, dans lesquels l'homme peut gérer et maîtriser et orienter des formes de développement. Et ça, je pense qu'il y a tout un travail énorme à faire. Et pour répondre aussi à Guy, ce travail, on ne peut pas le faire uniquement au niveau d'un pays. Il faut vraiment essayer de développer des relations internationales entre paysans, entre ruraux, parce que je pense que voilà, le terme est là. Et donc, ça, c'est tout un effort qu'il faut faire. Et c'est vrai que le terme paysan, que l'on a voulu garder au niveau du nom de l'association, a pu être, par certains côtés et à certains moments, péjoratif, utilisé va donc paysan, etc. Mais en même temps, c'est une forme de fierté. Le paysan, c'est l'homme et la femme du pays. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a tous ces jeunes aussi qui sont là et qu'on aide. Justement, j'avais envie de t'interpeller là-dessus parce que, évidemment, l'association rassemble essentiellement des membres qui exercent ou qui ont exercé en agriculture. Mais j'observe que plus récemment, elle s'est adressée aux futurs agriculteurs et notamment toi-même et ta conjointe Claire avaient joué un rôle tout à fait particulier dans ce sens-là, c'est-à-dire d'essayer de mobiliser des élèves de lycée agricole pour les inviter eux aussi à écrire et à écrire sur leur vision de l'agriculture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Éventuellement, est-ce que ça peut aussi susciter un intérêt du côté de nos propres étudiants en agriculture? Alors, je signale qu'il reste 3 minutes, il faudrait y aller rapidement. Je vais essayer de... Oui, justement. Je crois que c'est important de dire que l'avenir, c'est les jeunes. Je crois que c'est tout à fait évident. Comme dit Guy, on a procédé pendant une année, on a encadré un lycée agricole pour les amener à écrire des choses sur l'agriculture, sur la façon dont ils voient le futur, etc. Et cela a fait l'objet d'un prix, c'est-à-dire il y a eu jury, etc. On les a accompagnés toute l'année pour l'écriture et c'est vraiment étonnant. Le résultat a été étonnant et tout cela a abouti à la publication de 2 ouvrages, des écrits des jeunes de lycée, qu'on aurait pu penser, bon, c'est pas un lycée littéraire, le lycée agricole, et pourtant, et qui vraiment nous donne un espoir fabuleux sur les jeunes générations, qui sont pas toujours d'ailleurs d'origine agricole. Si vous permettez, je regarde, j'ai peut-être une minute, je veux vous lire juste quelques lignes qui ont été écrites et qui traduisent à la fois l'espoir et la préoccupation des jeunes. La terre, c'est comme un gros ballon que l'on fait tourner sur un doigt bleu froid. C'est un gros ballon que nous partageons, toi, nous et moi. La terre est vivante, il faut la protéger. La terre est puissante, mais elle va exploser. Il faut arrêter de la polluer, de couper toutes les forêts, stopper nos querelles et ne plus faire de guerre. Aujourd'hui, notre terre montre des signes de faiblesse. Notre ballon est en détresse, le scotch ne tient plus, boucher les trous, on ne peut plus. Trous d'ozone, tsunami, cyclone, c'est aussi notre faute. Il faut arrêter de parler à la COP21. Les autres et les uns, agir maintenant pour le ballon dégonflé et souffler, il peut regonfler. Eh bien, merci, c'était une très belle façon de clore notre trop bref entretien. Écoutez, on va certainement trouver le moyen de mettre sur notre site comment accéder à ces œuvres-là. Vous avez donné le goût, en tout cas certainement, d'en découvrir et d'en lire. Alors, ce serait très intéressant, je pense, à travers notre site, de faire connaître votre association et les ouvrages que vos membres ont pu produire. Alors, M. Guercy, Guy,
Merci beaucoup de nous avoir fait connaître M. Guercy, qui je crois être un bon ami à vous. Alors, c'est très intéressant et c'est une autre façon, je crois, de combler le fossé dont on parle souvent ici à notre émission entre le monde rural et le monde urbain que de découvrir les paysans écrivains. Alors, merci beaucoup, M. Guercy. Merci Simon, merci Guy, monsieur Eric. À bientôt. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission très intéressante. On est au bout de notre demi-heure. Gérard Guercy, notre invité aujourd'hui, vice-président de l'Association des écrivains et artistes paysans. Vous les visitez d'ailleurs, on pourrait croire sur AEAP, mais plutôt sur le site écrivain-paysan.com. C'est là où vous allez retrouver toute l'information. Au plaisir de vous retrouver le prochain midi où vous serez disponible pour notre quotidien ensemble. Allez, au plaisir.